Bonjour à tous, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de location courte durée et on va parler d'automatisation, on va parler d'industrialisation, on va parler de délégation. Voilà, que des mots qui font plaisir, qui vont, j'espère, vous plaire. Donc j'ai eu beaucoup de questions sur la location courte durée, donc on va en parler tout au long de cette vidéo, ça va durer un petit moment. N'oubliez pas que vous avez l'espace commentaire en dessous de la vidéo pour justement me poser toutes vos questions, j'y répondrai avec très très grand plaisir. Donc on démarre sans plus attendre. Donc déjà, location courte durée, donc, au niveau réglementation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 120 jours par an pour votre résidence principale. Donc on parle plutôt de 8 mois d'ailleurs. Et parfois ça descend même à 90 jours, notamment à Paris. Donc ça, c'est la réglementation de base pour louer votre RP en location courte durée sur, sur tous les secteurs. Donc ça, c'est la réglementation de base. Et ensuite, si jamais vous ne faites pas ça, et que vous dépassez ça, vous exposez une amende de 50 000 euros. C'est l'article L651-2 du Code de la construction et de l'habitat. Donc 50 000 euros d'amende, ça pique un peu, réfléchissez bien. Vous allez voir qu'à travers cette vidéo, la différence entre l'hôtellerie et la LCD, c'est très fin, c'est même très très fin. Ça veut dire que euh, pour basculer en hôtellerie, il manque vraiment pas grand-chose, on va en parler plus bas, notamment sur la TVA. Ici, on va essayer d'aborder une approche vraiment très professionnelle, très haut de gamme de ce qu'on fait. On va automatiser, mais en ayant des prestations qui sont vraiment de standing. Vous allez le voir, en termes d'équipement, on va vraiment mettre le paquet. Si vous êtes en appartement, en résidence, il va falloir évidemment demander l'autorisation à votre copropriété. Il va falloir voir avec le syndic. Et ça va très certainement vous permettre de faire x2 sur les loyers. C'est la promesse. Si c'est bien fait, si c'est fait correctement, quand je dis x2 sur les loyers, c'est net de charge. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé votre femme de ménage, on peut espérer faire du x2 quand c'est bien réalisé, que l'activité est à plein régime. On en parlera un petit peu plus bas. Avant de démarrer cette activité, la chose la plus importante, c'est qu'il va falloir joindre le service urbanisme de votre ville, c'est-à-dire demander s'il y a besoin de faire une déclaration en mairie. Parfois, on va vous demander un numéro d'enregistrement. On va aussi très certainement vous demander dans des villes de plus de 200 000 habitants des changements de destination. C'est l'article 631-7 du Code de la construction et de l'habitat. Donc le changement de destination implique le fait d'avoir une surface de compensation. Comme vous mettez cet appartement-là, ce bien-là, en location courte durée, la loi vous impose d'avoir un autre logement pour compenser la surface que vous mettez pour l'habitation. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais en fait, il faut qu'il y ait la même surface qui doit être logiquement soit pour l'activité commerciale, soit pour l'activité, soit pour l'habitat. Donc ça, il faut se rapprocher de la mairie, parce que c'est très très contraignant, le changement de destination, la surface de compensation. Il va falloir un numéro d'enregistrement que vous allez mettre sur toutes les plateformes de réservation. Et il va falloir faire évidemment tout ça, toutes les démarches auprès du service urbanisme de la ville. Donc la surface de compensation, on m'a demandé comment la contourner. À mon sens, il faut regarder du côté des locaux commerciaux si on peut mettre un local commercial directement en habitation. Donc il faut demander à la mairie si c'est possible ou pas. Mais elle va très certainement vous demander des places de parking. Donc bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue à mon sens. Donc moi, j'ai pas vraiment de solution là-dessus. Il faut vraiment vous rapprocher du service urbanisme. Donc le bien en question. Donc qu'est-ce qu'on cherche comme type de bien? Alors pour la LCD, je dois vous rappeler une règle de base, c'est que la LCD, ça doit marcher avec de la location meublée longue durée. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que l'appartement que vous allez choisir ou le bien que vous allez choisir, il faut impérativement que les charges soient couvertes par les loyers. Je parle de taxes foncières, charges de copro, éventuellement l'eau, l'électricité suivant les forfaits de charge, pour que ça fonctionne. La LCD, ça reste du bonus, ça reste, on appelle ça le cherry on the cake, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'il faut impérativement que ce soit du bonus, ok? Donc c'est vraiment une stratégie, ce ne doit pas ça qui doit être la rentabilité, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir la rentabilité parce que vous faites de la LCD. C'est parce que c'est déjà rentable en location meublée à l'année classique que ça fonctionne, ok? Très important. En termes de stratégie, moi ce que je vous recommande, c'est évidemment de cibler des immeubles vides, de refaire un maximum de travaux et de décorer ça de manière très, très bien, très haut de gamme, très bien équipée. Alors pas forcément des immeubles, des gros immeubles, hein, mais on peut trouver assez facilement dans des villes moyennes des immeubles de 3, 4, 5 lots assez facilement qui sont vides. Et du coup, vous pouvez refaire les travaux dedans, bien vous projeter et du coup mettre ça en location courte durée. Donc ça c'est très, très puissant parce que en faisant 1 heure ou 2 de route et en allant dans une ville moyenne proche de chez vous, vous avez très certainement le prix d'un appartement. Par exemple, nous, enfin moi je suis sur Bordeaux,
Vous prenez un appartement à Bordeaux, vous pouvez avoir un immeuble sur des villes moyennes, dans des départements limitrophes. Donc ça, c'est à prendre en considération. Après, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos de la chaîne où je parle de fiscalité, de recherche de biens. Il y a plein de vidéos sur la chaîne YouTube. Donc je ne vais pas parler de fiscalité ici aujourd'hui. La fiscalité qui est la plus intéressante pour nous en location courte durée, ça va être LMNP, location meublée non professionnelle, et la SCI-LIS, notamment parce que comme on fait beaucoup de travaux et qu'il y a des meubles, c'est très intéressant pour nous d'avoir de l'amortissement. Donc SCI, IS et LMNP au niveau de la fiscalité, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à mon sens, sachant qu'en micro BIC, en meublé, on ne peut pas déduire de charge, donc ça ne nous intéresse pas trop. Et qu'en SCI, IR, donc en impôt sur le revenu ou sur le déficit foncier, on peut pas faire de meublé, donc c'est forcément des baux en nu. Donc voilà, SCI, IS ou LMNP, les stratégies fiscales à adopter. Donc l'emplacement, ça c'est la règle de base dans l'immobilier, vous les connaissez, je ne répète pas. Typologie de bien, alors moi je me concentrerai plutôt sur des T2, des T3, voire T4 pour la polyvalence, parce qu'un T2 par exemple, vous pouvez déjà avoir 4 voyageurs qui viennent et vous avez 4 couchages, il peut y avoir une seule personne qui vient, il peut y avoir un couple, il peut y avoir un couple avec un enfant, donc ils ont 3 couchages au lieu de 4. Donc voilà, c'est assez polyvalent. Moi je éviterai plutôt les petites surfaces parce qu'il y a trop de concurrence. Et je ciblerai plutôt des villes moyennes sur des grands axes, parce que là, c'est là où il va y avoir de la demande, il va y avoir des commerciaux, il va y avoir des étrangers. S'il y a un peu de tourisme en plus, c'est plutôt pas mal. Donc, ensuite, sur la partie annexe de RP, donc ça de résidence principale, extension de garage ou modification d'une partie de la maison pour faire location courte durée, c'est totalement possible. Mais là où ça me pose problème, c'est que vous allez avoir tendance à vouloir faire du ménage dans ces logements-là. Et du coup, vous n'allez pas industrialiser le process et vous allez vous rendre un peu esclave de vos voyageurs. Du coup, vous allez devoir vous adapter par rapport à l'arrivée et au départ de vos voyageurs. Donc, je ne recommande pas trop. Ça reste un bon plan, mais faites très attention de ne pas faire le ménage vous-même. Ça peut être très rentable sur les villes, des villes par exemple comme là, nous on est autour de Bordeaux, donc c'est ultra rentable, on le sait. Mais par contre, attention au ménage, de bien déléguer cette tâche-là pour pouvoir vous concentrer sur autre chose et pas vous retrouver avec des draps à laver en permanence dans la maison. Donc voilà, attention à comment vous allez faire les choses. Donc là, ici aujourd'hui, on va parler beaucoup industrialisation et scalabilité. Scalabilité, c'est la faculté à, à ce que ça grandisse, à ce qu'on puisse avoir dupliquer le process sans que ça nous coûte forcément plus de temps, sans que ça nous prenne plus de temps, on va dire, sur le process. Donc ça prend du temps à mettre en place, mais une fois que ça tourne, ben, on peut passer au suivant. Et donc ça, c'est vraiment ça la notion de scalabilité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 10 logements en location courte durée. Si c'est bien fait, ça ne va pas vous prendre beaucoup plus de temps que ça, et vous allez pouvoir dupliquer le process et industrialiser. Donc l'idée, c'est ben, à terme, gagner votre liberté, avoir des revenus complémentaires. Et quand vous imaginez-vous avoir 10 logements en location courte durée, ben, ça va vous faire des revenus qui sont quand même conséquents. Et si on fait les choses correctement, vous ne serez pas tant sollicité que ça par vos voyageurs. Étude de marché, donc il va falloir savoir sur quelle cible on travaille, donc c'est-à-dire quel est le type de personnes à qui vous allez louer votre logement. Donc est-ce que ça va être des touristes, est-ce que ça va être des familles, est-ce que ça va être des professionnels. Donc du coup, si c'est des touristes, est-ce que ils vont à la plage, est-ce qu'ils font de la randonnée, est-ce qu'ils font du ski, est-ce qu'ils font du vélo, quel est leur type d'activité pour essayer d'adapter le logement en fonction de l'activité. Si c'est des vélos, des mecs qui font beaucoup de vélos sur ce secteur-là, bah, il faut un local à vélo. Si c'est en station de ski, bah, il faut un local à ski. Alors, ça vous paraît bête, mais si vous n'avez pas ces services-là, les gens ce sera des freins à la location de votre logement. Donc il faut impérativement faciliter l'accès, faciliter les choses pour vos voyageurs. Pareil pour les familles. N'hésitez pas à mettre des couchages supplémentaires, des petits lits futons pour les enfants, des lits bébés, des chaises hautes, tout ça. C'est très important pour eux parce que par exemple, les chaises hautes, bah, ça permet aux petits de manger à table avec nous. C'est très important. Les petits tabourets aussi pour que les jeunes enfants puissent se laver les mains dans la salle de bain, très important. Et si vous accueillez des professionnels, eh ben là aussi c'est pareil, il ne faut pas hésiter à mettre imprimante bureau, imprimante et un bureau. Parce que mettre un petit coin où justement bah, le professionnel pourra un peu travailler, mettre sur un ordinateur, et l'imprimante c'est pas mal parce que ça permet d'imprimer des documents, bah, par exemple pour la réunion du lendemain, pour la présentation, modification d'un devis. Voilà, il y a pas mal de choses où l'imprimante peut être vraiment très importante. Imprimer des supports ou voilà, des choses qui ont été modifiées au dernier moment, qu'il faut qu'il imprime. Donc du coup, pour les professionnels, l'imprimante, c'est demandé. Hein. Je ne mets pas ça par hasard, c'est parce qu'il y a vraiment une demande.
Moi, ce que j'éviterais personnellement, c'est les bords de mer, parce qu'il y a beaucoup trop de concurrence et que vous n'avez aucun revenu le reste de l'hiver. Moi, je préfère privilégier plutôt des biens, on va dire, sur des villes moyennes, parce que du coup, on peut louer vraiment toute l'année. Il y a de l'économie, il n'y a pas trop de saisonnalité. Alors évidemment, on loue plus cher l'été parce qu'il y a plus de monde, mais du coup, l'hiver, on peut quand même continuer à louer. C'est pas désert. Voilà, ça, je pense que c'est important. Concernant les cures thermales, alors, les cures thermales aussi, c'est pareil, c'est un vrai sujet parce que je considère que les cures thermales, imaginez-vous que la cure thermale demain ferme ou qu'il y ait des changements de réglementation autour des cures thermales. Je ne parle même pas de LCD. Si la cure thermale demain doit fermer parce que bah, l'entreprise qui l'exploite fait faillite, ou ainsi de suite, vous allez vous retrouver avec plein de logements sur ce secteur-là qui vont être bah, inoccupés, que les gens vont vouloir mettre en location longue durée, sauf que bah, il y aura pas assez il y aura trop de logements par rapport au nombre de personnes sur la ville. Donc les cures thermales, vraiment méfiance je connais des villes, notamment en Charente-Maritime, je pense notamment à Jonzac, là où il y a vraiment un gros pôle thermal. Voilà, faites attention, quoi. Moi, je n'irai pas trop sur des villes trop thermales. Il faut vraiment s'assurer qu'il y a d'autres activités autour des thermes pour que vraiment il n'y ait pas de soucis, quoi. Pareil sur les gros sites industriels, quoi. Faut regarder un peu sur Google, voir si le site industriel en question n'a pas été racheté plusieurs fois, s'il n'y a pas des mouvements sociaux trop importants, parce que voilà, si le site industriel ferme, ben, qu'est-ce qui se passe, quoi. Pareil pour les villes trop petites, faites attention à la demande, parce que des fois, il n'y a pas assez de demande sur les villes trop petites par rapport au nombre de logements, donc aussi ça c'est à vérifier. Vous pouvez aussi regarder sur les hôtels de votre secteur, est-ce que sur les hôtels de votre secteur, il y a suffisamment de demandes pour la location courte durée. Quand il y a des hôtels, c'est quand même plutôt bon signe, quoi, parce que les études de marché des hôtels sont quand même poussées, et donc du coup, on va pouvoir se projeter, nous, sur la location courte durée. Ensuite, les sites à proximité. Alors là, ça aussi, c'est intéressant, parce que vous savez, la location courte durée, ça doit forcément brasser des gens, ça doit forcément brasser de la population. Il va y avoir plusieurs types de sites qui vont nous intéresser. Alors là, je vous en ai fait une liste assez intéressante. Donc les centrales nucléaires, les bases aéronautiques, les bases militaires, les prisons, salle de réception, donc tout ce qui est salle de réception de mariage, quand il y a des mariages, ben, chaque week-end il y a du monde, donc forcément il va y avoir besoin de réserver. Les maisons de retraite, des gens qui viennent voir des proches. Les hôpitaux, pareil, il y a des gens qui sont hospitalisés pour une certaine durée. Ben, du coup, les gens ont besoin de se loger parce qu'ils ne peuvent pas loger dans la chambre d'hôpital. Donc ils vont chercher à se loger autour de l'hôpital. Les salles de concert, les cabarets, les stades, ça aussi, les complexes sportifs en règle générale. Les travailleurs agricoles aussi vont chercher à se loger. Ça peut être des réserves écologiques, des parcs naturels, des chantiers de construction, chantiers de patrimoine. Ça aussi, c'est des endroits où il va y avoir forcément des gens de passage. Et du coup, nous, on va pouvoir louer nos logements à tout ce beau monde. Donc à vous de vous adapter par rapport à la typologie de personnes que vous allez avoir en face de vous. Typiquement, les maisons de retraite, eh ben, on se doute que c'est des gens peut-être un peu plus âgés, des salles de réception, des mariages. Donc par exemple, là, si c'est le mariage, il va peut-être falloir prévoir de quoi repasser des chemises, peut-être de quoi avoir des lisseuses de cheveux, on en parlera plus bas sur l'équipement. Avoir de quoi, adaptez-vous toujours à la typologie de personnes que vous allez voir en face de vous. C'est très important. Ensuite, état de la concurrence. Donc, avant de démarrer, ce qui est important de faire, c'est, bah là je l'ai mis ici en bas, donc il y a un logiciel qui s'appelle, une plateforme qui s'appelle RDNA. On peut voir un petit peu les, la demande sur le secteur. Il y a des market scores, il y a des taux d'occupation, il y a pas mal de données assez intéressantes. Par contre, be careful parce que sur ces plateformes-là, sur RDNA, il va y avoir des gens qui viennent, il va y avoir des données de gens qui font ça de manière professionnelle, comme ce que j'essaie de vous apprendre aujourd'hui. Il y a des gens qui vont faire ça de manière plus comme Tonton Gérard, et donc du coup, RDNA prend la moyenne de tout ça. Donc je trouve que c'est pas. Pour faire attention avec RDNA, je prendrais vraiment ça avec des pincettes. Par contre, ce qui est intéressant de faire, c'est d'appeler les conciergeries sur votre secteur. Là où vous avez repéré un appartement sur un secteur qui vous intéresse, appelez les conciergeries pour savoir bah, si ça se loue ou pas du tout. Ils vont très vite vous dire, oh non, les studios ça marche pas du tout, ou alors les logements trop grands ça marche pas du tout. Ah, vous allez pouvoir aussi, quand vous allez commencer à vouloir recruter votre première femme de ménage, bah, leur demander bah, est-ce que vous faites ça dans d'autres logements, est-ce que ça marche, est-ce que vous y allez souvent, est-ce que c'est bien rempli. Les décoratrices d'intérieur aussi. Bah, s'il y a des décoratrices d'intérieur qui bossent pour des investisseurs, bah, elles vont très vite vous dire bah oui, j'en fais plein pour tel investisseur, ça marche bien. Pareil pour les architectes d'intérieur. Et surtout, allez parler avec les autres investisseurs de votre secteur pour savoir si oui ou non la location courte durée ça fonctionne, si ça marche bien, quel type de client, quelle plateforme marche mieux l'une que l'autre. On va y revenir
un petit peu plus bas. Ensuite, dans votre état d'esprit, là aussi c'est important, il va falloir que vous alliez regarder un peu sur les groupes Facebook, regarder un peu ce qui se fait, poser des questions, faire des recherches. Il y a des groupes Facebook comme le mien, Esprit Immo, il y a des groupes Facebook plus spécifiques pour location courte durée, donc allez voir un peu ce qui se fait, allez regarder un peu ce qui se raconte en termes d'équipement, en termes de photos, en termes de ressenti sur certains marchés. Ça c'est plutôt pas mal. Allez, n'hésitez pas à aller aussi rencontrer d'autres investisseurs IMO de votre secteur. Et surtout, évitez de copier Tonton Gérard, mais plutôt essayer de copier les meilleurs, ceux qui font ça de manière, on va dire, industrielle, et qui font ça de manière professionnelle et qui ont vraiment des vrais résultats pour pouvoir les dupliquer, pour pouvoir les copier et justement, vous aussi de votre côté, scaler, c'est-à-dire dupliquer le processus et recommencer encore et encore. Évidemment, formez-vous, vous avez des livres, des séminaires, donc il ne faut vraiment pas hésiter à se former. Et je vais finir par l'expression que j'aime beaucoup d'Abraham Lincoln, qui dit que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à affûter ma hache, parce qu'en fait c'est vraiment ça, passer du temps à vous former, passer du temps à comprendre comment ça marche. N'hésitez pas à passer plusieurs mois à faire des études de marché, aller rencontrer des investisseurs, prenez votre temps, ne soyez pas pressés. Voilà, faites des offres sur les biens immobiliers qui vous intéressent, mais surtout prenez votre temps, préparez-vous, et quand ça sera lancé, bah, il n'y aura plus qu'à récolter les fruits de tout ce que vous aurez fait auparavant. Donc, concernant l'aménagement, l'équipement, la décoration, donc là c'est un gros morceau, c'est un gros sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut évidemment avoir un logement moderne, bien décoré, vraiment avec du mobilier de qualité, que ce soit sympa, que ce soit agréable, que ce soit beau, que ce soit fonctionnel. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, il existe des entreprises qui sont spécialisées dans les packs de meubles. Donc il suffit d'aller chercher packs de meubles sur Internet et vous allez tomber sur des entreprises qui proposent ça. Donc en fait c'est pas mal parce que du coup il y a déjà des packs suivant des thématiques parfois même. Et du coup tout est dans le pack et du coup vous n'avez plus qu'à acheter, à faire et à faire livrer tout sur place si vous aurez tout le mobilier de votre logement tout en un. Donc ça c'est vraiment très sympa, mais sauf que c'est un coût, c'est pas gratuit, mais ça peut vraiment vous aider. Donc ensuite, méfiance aussi avec les logements à thème, parce que je considère personnellement que les logements à thème, si un jour la réglementation change et que vous avez besoin de le mettre votre logement en location longue durée, et ben si c'est vraiment trop marqué dans un thème, qui va louer ça quoi? Est-ce que quelqu'un va vraiment vivre là-dedans le reste de l'année? Je suis pas certain. Donc méfiez-vous des logements à thème. Pareil, méfiez-vous aussi tout ce qui est love room avec les jacuzzi, baignoire balnéo. Il y a des soucis d'humidité parce qu'il faut avoir des VMC très puissantes avec la peinture qui peut se décoller. Il peut y avoir du bruit, ça peut gêner le voisinage, surtout si vous êtes dans des étages. Il peut y avoir voilà, des bruits de copulation, copropriété, ça aussi j'ai entendu parler, ça peut être des choses un peu gênantes. Il peut y avoir des coûts de réparation si demain votre jacuzzi tombe en panne. Qu'est-ce qui se passe si des gens réservent et qu'ils se rendent compte que le jacuzzi ne fonctionne pas? Donc ils vont demander à se faire rembourser. Donc du coup, c'est une perte sèche de chiffre d'affaires. Donc méfiez-vous quand même de tout ce qui est stratégie love room, surtout que ça se développe de plus en plus. Donc je pense que tôt ou tard, ça finira le marché finira par, euh, comment dire, j'ai perdu les mots, bon, c'est pas grave. Mais aussi, il y a un autre problème avec la Love Room, c'est qu'il faut ouvrir le calendrier à un jour, et donc c'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez un prestataire de ménage qui va devoir venir nettoyer le logement tous les jours. Donc là, en termes de coûts de ménage, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec des factures de ménage à la fin du mois qui sont juste astronomiques. Donc tout ça, ça prend en ligne de compte, même si c'est rentable, pensez bien tout ça. Dans les équipements, il va falloir des plateformes de streaming, donc vous les connaissez toutes. La décoration, il ne faut pas hésiter à la déléguer. Moi, je passe personnellement par une décoratrice pour la décoration de mes appartements, parce que je ne suis pas très à l'aise avec ça. Et il ne faut pas en avoir honte. Justement, il faut savoir où est nos points forts, où est nos points faibles. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à déléguer la décoration. Pareil pour le montage des meubles. Alors, en général, moi, ma décoratrice fait aussi le montage des meubles. Parce que, voilà, vous allez passer quelques samedis aussi à monter des meubles. Donc, ça aussi, on peut le déléguer. Livraison du gros électroménager. Alors là, le gros électroménager, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des options sur les plateformes d'achat en ligne du gros électroménager, c'est qu'on peut le faire livrer directement dans la pièce. Donc ça, c'est pas mal pour tout ce qui est machine à laver, frigo, lave-vaisselle, machine à laver.
Ça, c'est super intéressant. Ça évite de se casser le dos dans les escaliers. Des professionnels le font à notre place. Tout ce qui est petit électroménager, moi, je vais plutôt passer par électrodépôt. Je viens un samedi avec ma voiture et puis j'amène tout ça à l'appartement. Tout ce qui est micro-ondes, grille-pain, machine à café. Donc on peut parler aussi de bouilloire, voilà, de télé, tout ça. Je prends tout au même endroit et puis j'amène tout le jour J sur place. Donc ça, c'est pas mal. Et après, la décoration, ben, en général, moi, c'est la décoratrice qui fait une shopping list. Et en fait, je fais que, elle m'envoie la liste, elle prépare le panier, elle m'envoie le lien du panier sur le site en question. J'ai plus qu'à payer et à faire livrer la décoration directement sur place. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça prend pas très longtemps. Donc du coup, il suffit juste de lui dire la date de livraison. Et du coup, la décoratrice récupère tout ça sur place. Donc c'est très efficace. Ensuite, en termes d'équipement, ben, vous ne pouvez pas passer à côté de la Wi-Fi. Climatisation, c'est un vrai plus, surtout l'été, quand il fait très chaud, c'est vraiment très appréciable la climatisation. Espace pour les pros, on a déjà parlé plus haut, donc un bureau, une imprimante, c'est vraiment très appréciable, avec un Wi-Fi qui va bien. La literie, alors la literie c'est pareil, vous ne pouvez pas passer à côté, il faut vraiment mettre du haut de gamme, mettre des matelas de très bonne qualité. Pas hésiter à mettre du 160, voire du 200 s'il faut. Mettre 3 jeux de draps, parce qu'en fait, vous vous doutez bien que comme il va y avoir des rotations de voyageurs assez souvent, parfois la femme de ménage n'a pas trop le temps de laver les draps, donc il faut vraiment qu'il y ait des jeux d'avance sur place. Très important. Canapé lit aussi pour augmenter le nombre de couchages. Là aussi, pareil, canapé lit, il va falloir mettre des choses de très très bonne qualité pour pouvoir être tranquille, qu'il n'y ait pas de casse, que les gens dorment bien, qu'il y ait des bons retours. Le lit parapluie, chaise haute, tabouret pour les enfants, ça c'est important aussi. Électroménager, bon, on en a parlé, donc du coup il faut mettre, moi je fais, même dans mes T2, j'essaie de mettre lave-vaisselle, machine à laver, bouilloire, micro-ondes, machine à café de qualité, hein, mettez pas des machines à café trop bas de gamme, mettez des choses vraiment sympas quoi. Pareil, après moi je mets dans la salle de bain lisseuse, fer à cheveux, fer à repasser, miroir loupe pour les dames, enfin j'essaie vraiment d'équiper ça de façon que ce soit vraiment tout équipé. Pareil, au niveau des entrées autonomes, là, il y a la possibilité aussi de bosser avec des boîtes à clés, donc les fameuses Master Lock qu'on achète en magasin de bricolage, mais on peut aussi prendre des serrures connectées type Igloo Home. Donc, du coup, c'est des serrures à code unique entre deux voyageurs, c'est-à-dire qu'en fait, ça génère automatiquement. Alors ça, il faut plutôt passer par le Channel Manager. Donc ça se configure depuis le Channel Manager, on n'en a pas parlé, mais on en parlera un peu plus bas. En fait, vous avez la possibilité de envoyer un code unique à chaque voyageur. Donc, du coup, ça permet au voyageur suivant enfin, voyageur qui part, il ne peut pas rentrer dans le logement, quoi, comme c'est un code unique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est pas hyper cher non plus, mais ça permet de rentrer dans le logement de façon autonome et avoir des codes par voyageur. Donc ça, c'est très intéressant. Boîte à clés pour les consommables, pour le prestataire de ménage. Alors là, non, boîte spéciale, pardon, pour les consommables. Alors là, ça, c'est ce que j'ai fait, c'est que dans le logement, j'ai mis une boîte avec un cadenas que pour mon prestataire de ménage, parce qu'en fait, ça va lui permettre d'avoir à l'avance du papier toilette, du café, du thé, euh, du gel douche, du lave-main, et du coup mettre au compte-gouttes par voyageur, de mettre justement les, euh, les consommables qui va bien, et pas se retrouver avec du vol, parce que ça peut arriver. euh, Mettre vraiment ce qu'il y a besoin pour les voyageurs. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est une petite astuce. Pareil, les produits d'hygiène, donc savon main, shampoing, papier toilette, liquide vaisselle, tout ça, il faut mettre dans l'appartement. Le lit fait, donc là aussi c'est pareil, il y en a qui mettent juste les draps posés sur le lit et le voyageur doit faire son lit. Bon, je trouve que c'est un peu c'est un peu dommage quoi. C'est quand même appréciable d'avoir le lit fait quand on arrive, c'est vraiment très agréable. Pareil, je mets des produits de base aussi dans la cuisine, sel, poivre, huile, mouchoir, éponge, torchon, serviette à main, tout ça, je mets de base directement. Comme ça, le voyageur se sent quasiment comme chez lui, ils n'ont plus qu'à acheter de quoi manger. C'est beaucoup plus agréable pour les voyageurs. Donc là aussi, pareil, les instructions pour le livret d'accueil. Donc le livret d'accueil, c'est un petit livret que vous allez laisser sur la table basse du bien. Et dans ce livret d'accueil, vous allez mettre un récap des points, la stratégie du secteur, les restaurants, vous allez mettre les attractions du coin, les services, les marchés, les lieux touristiques, vous allez mettre tout ça. Vous allez aussi joindre des cartes guides de la ville, ça on récupère ça à l'office de tourisme, pour tout ce qui est activité, l'accès au stationnement, l'heure départ d'arrivée, l'emplacement des poubelles, du verre, du carton, fonctionnement des appareils, des codes Wi-Fi aussi, avec un QR code si c'est possible, et aussi tout ce qui est urgence. Donc tout ça, on met ça dans le livret d'accueil. Donc si c'est possible, faire livret d'accueil numérique,
qui recevront directement par mail sur leur téléphone, et papier directement dans le logement. Donc ça, c'est à faire spécifiquement par logement. Au niveau de l'accueil, on peut mettre des bouteilles d'eau, on peut mettre des gâteaux, on peut mettre du café, du thé, on peut rajouter des jeux de société, des livres sur la région, et on peut mettre des pliants de l'office de tourisme. Bon, j'en ai parlé un peu plus haut déjà. Mais voilà, ça c'est des choses de base qu'on peut mettre pour accueillir nos voyageurs, c'est plutôt agréable. Ensuite, les plateformes de réservation, donc il y en a trois principales. C'est 80% de votre chiffre d'affaires va venir de ces trois plateformes-là, donc c'est Airbnb, Booking et Abritel. Vers chez moi, c'est plutôt Booking qui marche mieux que Airbnb. Airbnb, ça marche pas très bien. Abritel, j'arrive pas trop à comprendre. J'ai eu une réservation, je crois, depuis sur Abritel, mais je sais pas trop comment ça marche. Donc je vais vous marquer bord de mer, mais vous me direz dans les commentaires en dessous si ça marche pour vous Abritel et quel est le type de bien et sur quel secteur vous êtes. Je suis curieux de savoir. Les conditions d'annulation. Alors là aussi, il va falloir au début être assez souple, autoriser des annulations au dernier moment parce que il va falloir que vous rentriez du CA, il va falloir travailler, il va falloir prendre vos premiers commentaires de voyageurs. Donc il va falloir au début être assez souple et petit à petit devenir de plus en plus strict sur ce que vous faites. Ensuite, la création d'annonces. Donc là, la création d'annonces, elle est très importante parce qu'il va falloir trouver un bon titre de logement. Il va falloir que ce soit clair. Il va falloir trouver un professionnel de la photo pour vous faire des photos de qualité du logement. Alors là, ça coûte que quelques centaines d'euros. Je trouve que c'est vraiment dommage de se priver de faire des photos basiques avec son téléphone. Il vaut mieux faire appel à un professionnel et faire des photos avec son smartphone. Je pense que c'est beaucoup plus... des photos avec un vrai professionnel, c'est beaucoup plus pertinent. Bien décrire les équipements et les règles du logement ou de la copropriété si vous êtes en copropriété. Et vous pouvez aussi, sur l'annonce, donc ça c'est plutôt dans la partie marketing, on va y venir après, mais mettre en place des calendriers de réservation, donc iCal. Donc c'est-à-dire que sur les plateformes de réservation, vous avez la possibilité de copier un bout de code entre Booking et Airbnb. Donc en fait sur Booking, vous allez copier un bout de code qui va venir se mettre dans Airbnb, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va venir réserver sur Booking, ça va se synchroniser avec Airbnb et ça va aussi se synchroniser avec Abritel. Donc il faut vraiment prendre les bouts de code qu'il y a sur Abritel, Airbnb et Booking, et pour que si ça réserve à droite, vous ayez l'information à gauche, pour qu'il n'y ait pas de doublons. Donc là, c'est vraiment, tout est fait de façon transparente. Tout est automatisé. Donc là, on essaie vraiment d'automatiser le processus au maximum. Ensuite, sur la partie marketing. Donc là, sur la partie marketing, il y a plusieurs choses à savoir. C'est qu'il va falloir essayer de s'adapter un peu aussi au niveau de la saison, des événements locaux. Et pour ça, il y a un truc qui est pas mal, ça s'appelle Pricelab, et qu'on connecte via un channel manager. Le channel manager, c'est un logiciel d'hôtellerie qu'on adapte qui s'adapte très bien au logement. C'est-à-dire que c'est un logiciel où en fait on va pouvoir faire tout un tas d'actions autour de notre logement. Ça permet de synchroniser encore d'autres calendriers, ça permet d'envoyer des messages à nos prestataires de ménage. Ça a des vues statistiques beaucoup plus larges et surtout on va pouvoir connecter des outils comme Pricelab parce que ça va nous permettre d'optimiser du coup les revenus et d'avoir des prix qui sont cohérents par rapport au marché. Les avis clients. Les avis clients, il va falloir que vous ayez de la preuve sociale. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un voyageur va quitter votre logement, il va falloir qu'il laisse un avis. Pareil, les retours clients, il va falloir qu'il y ait, un processus pour pouvoir améliorer votre logement par rapport à ce que les clients vont vous dire. S'il manque des choses, vos clients doivent vous le dire et du coup, vous allez pouvoir améliorer ça pour le prochain. Réactivité des messages, là aussi c'est pareil. Les plateformes vont vous tomber dessus si vous ne rendez pas vos voyageurs, elles vont vous mettre des moins bonnes notes et du coup vous baissez dans les résultats de recherche si vous n'êtes pas assez réactif par rapport à vos voyageurs. Donc là, attention, méfiance, faites ça correctement. Donc ensuite, le ménage. La partie ménage, c'est une partie qui est vraiment costaud parce que il va y avoir plusieurs choses à savoir, c'est-à-dire où c'est qu'on trouve la femme de ménage, quelle réglementation pour le ménage, gestion des imprévus et comment on va pouvoir aussi augmenter le panier moyen de tout ça. Donc sur la partie ménage, ce qu'il faut savoir, on peut parler aussi vite fait des assurances spécifiques, c'est-à-dire que location courte durée comme c'est spécifique, il y a des assurances spécifiques, donc là il faut appeler votre assureur pour modifier votre PNO et la basculer sur une PNO spécifique, location courte durée, c'est pas des PNO classiques, ok.
Donc sur les ménages, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les CESU, c'est interdit sur la location courte durée. Pourquoi? Parce que comme la location courte durée, c'est une activité commerciale, et que les CESU, c'est vraiment fait pour les particuliers, c'est pas compatible. Donc il va falloir que vous recrutiez une femme de ménage qui ait un statut d'auto-entrepreneur. C'est très important, parce qu'en fait, faut qu'il y ait des factures à la fin du mois. Donc comment on trouve ce type de prestataire? Vous avez des plateformes entre particuliers, type Allo Voisin, vous avez Le Bon Coin, vous avez les groupes Facebook d'entraide entre autres, où vous pouvez mettre des messages parce que vous cherchez après un prestataire de ménage pour tel secteur, et à partir de là, vous allez marquer des critères, parce qu'il faut que le prestataire de ménage puisse venir les jours fériés, le samedi, le dimanche. Il faut pouvoir, on va en parler un petit peu plus bas, mais qui s'occupe des draps et des consommables. Donc, et tout ça dans un forfait. Donc il va falloir trouver la bonne personne, compétente, sérieuse, impliquée, et surtout une personne qui a du réseau, parce que si jamais votre prestataire tombe malade, qu'est-ce qui se passe? Qui y va si jamais elle tombe malade? Donc là aussi, prévoir un plan B, avoir plusieurs femmes de ménage, si jamais il y en a une qui vous plante et que vous ne pouvez pas faire le ménage entre deux voyageurs, surtout si votre bien est à plusieurs heures de route de chez vous. Il y a 3 types de délégations. La première, ça va être la conciergerie. Donc une conciergerie, ça va prendre 20% de votre chiffre d'affaires, et ça va, du coup, elle s'occupe de tout. Ils vont s'occuper des petits travaux s'il y en a, ils vont s'occuper de répondre aux voyageurs, et du coup, vous vous occupez de rien, et vous faites que récupérer les virements à la fin du mois, c'est tout ce que vous faites. Il va y avoir la délégation partielle, c'est-à-dire que vous allez prendre un prestataire de ménage ou une entreprise de nettoyage. Alors, une entreprise de nettoyage, ça coûte très cher, donc je ne vous conseille pas. Mais il va falloir vraiment trouver une femme de ménage en micro-entreprise, et vous allez vous garder la partie commerciale et répondre aux clients. Donc là, ça c'est ce qui nous intéresse le plus. Et après, sans délégation, c'est-à-dire faire le ménage soi-même, donc ce que je recommande absolument pas, parce que nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est ça, c'est-à-dire la partie partielle. Parce que là, total, 20% du chiffre d'affaires, vous allez voir que ça pique dur. Hein. Conciergerie, ça vaut le coup, si vous n'avez pas de crédit en face, ça peut valoir le coup de passer par une conciergerie, sinon plutôt prestataire de ménage, plus se garder la partie commerciale. Je marquais le alors que c'est là, bon c'est pas grave, vous m'avez compris. Ensuite, la partie automatisation des messages. Donc là, il y a dans les plateformes de réservation la possibilité d'envoyer des messages automatiques à vos clients pour notamment quand ils réservent, donc leur dire bonjour, merci d'avoir réservé. Vous allez pouvoir leur dire comment accéder au logement le jour J. Vous allez pouvoir leur demander en court séjour si tout se passe bien, s'il y a un souci particulier, comment on peut les aider. Donc là, il y a des messages automatiques à envoyer qu'il faut programmer, et en plus il faut les programmer souvent dans plusieurs langues, au moins en anglais pour vos voyageurs étrangers. Donc ça c'est très important avec les codes Wi-Fi, et surtout comment on accède au logement de façon claire, limpide et facile. Il y a des petites astuces aussi pour pouvoir augmenter le panier moyen. Donc là on parle nous d'upsell. Donc là on peut éventuellement facturer les arrivées tardives ou les gens qui veulent venir plus tôt. On peut facturer éventuellement des lits bébés, des lits enfants, je ne recommande pas. On peut, proposer visite guidée du secteur, on peut proposer des séances de sport, séances de massage, on peut proposer des cours particuliers, et on peut proposer aussi des transports à l'aéroport, des forfaits petit-déj, la livraison de repas à domicile, boîte de jeux. On peut proposer des produits locaux, on peut proposer de la décoration spéciale anniversaire ou lune de miel, donc vous voyez, ou des partenariats avec des partenariats locaux. Par exemple, typiquement avec quelqu'un qui loue des vélos, qui loue des voitures. Donc du coup, ça permet d'augmenter un peu notre chiffre d'affaires et d'avoir des, comment dire, des trucs annexes à proposer à vos voyageurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Avant qu'on termine, donc si vous êtes toujours là, on va parler un peu de TVA. Alors j'ai évité de parler de la TVA en début de vidéo pour éviter que vous fuyiez cette vidéo, parce que la TVA, il faut quand même connaître où on met les pieds. La TVA en location courte durée, en principe, on n'est pas soumis à la TVA en location courte durée. Mais par contre, sous certaines conditions, si on propose des services qu'on appelle para-hôteliers, on peut être soumis à la TVA à 10%. Et pour ça, il y a plusieurs cas de figure. Il y a 4 services. Si vous en faites 3 sur 4, vous basculez sur la TVA à 10%. Donc, petit déjeuner, donc on offre un service de restauration le matin, nettoyage régulier des locaux, fourniture du linge de maison et accueil personnalisé. Donc vous voyez que nous déjà, on fait déjà fourniture de linge de maison,
et on fait pas, on peut faire accueil personnalisé, ça on peut le faire, bon, je vous recommande pas, mais c'est possible. Et vous voyez que pour en faire 3, ça va assez vite. Donc logiquement, si vous faites les choses bien, vous ne tombez pas sous le coup de la TVA à 10%. Mais il faut quand même les connaître pour justement savoir où on met les pieds. Donc je suis très content que vous m'ayez écouté jusque-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la section commentaires pour compléter ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse dans d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas. Ce document-là, éventuellement, il peut être récupéré, mais bon, c'est le principal, c'est que vous ayez compris là où je veux en venir. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.